Liz Truss succède aujourd'hui à Boris Johnson au poste de Premier ministre du Royaume-Uni. L'élu du Parti conservateur a rendez-vous dans la journée avec la reine, puis au Parlement. Après l'élection de Liz Truss hier, Boris Johnson a prononcé son dernier discours à Downing Street avant de remettre sa démission à la reine. Sobriété, nucléaire, échange de gaz et d'électricité, soutien aux ménages et aux entreprises, les pistes des Européens pour faire face à la crise énergétique. Alors que la centrale nucléaire de Zaporijia a débranché du réseau son dernier réacteur encore opérationnel, le président français appelle au retrait des forces russes. Acclamée par les siens, Liz Truss s'apprête à devenir première ministre du Royaume-Uni, la troisième femme à accéder à ce poste. Peu charismatique mais politicienne rouée, elle a su séduire les près de 200 000 membres du Parti conservateur pour battre de justesse son rival Rishi Sunak. Après une visite rapide à Balmoral où la reine lui demandera de former un gouvernement en remplacement de Boris Johnson, elle détiendra les clés de Downing Street. Commencera alors le travail de formation de son cabinet et des mesures en réponse à la crise historique du pouvoir d'achat que connaît le pays. Une rafale d'annonces dont le gel des factures d'énergie et des baisses d'impôts est attendu dans les heures qui viennent. Liz va être la nouvelle Margaret Thatcher. Elle va arriver avec des mesures très fortes. Je pense qu'elle va les faire passer et être une dame de fer. Je suis confiante, oui. Il faudra mettre en place de nombreuses mesures, mais nous devrons simplement voir dans les mois à venir, car l'hiver sera le pire moment. Une partie de moi est heureuse parce que nous avons une autre femme dirigeante, mais elle ne semble pas être quelqu'un de compatissant, qui comprenne les difficultés auxquelles sont confrontés les gens ordinaires. Et je m'inquiète de savoir si elle pourra financer ces mesures. Le premier rendez-vous de Liz Truss en tant que chef de gouvernement aura lieu en fin d'après-midi à Westminster lors des questions du Premier ministre à la Chambre des communes. Après 3 ans et 44 jours à Downing Street, Boris Johnson s'est exprimé pour la toute dernière fois en tant que Premier ministre britannique. Contraint à la démission en juillet après le scandale du Partygate, Boris Johnson est revenu sur les événements ayant émaillé son mandat, comme la pandémie de Covid-19 ou la guerre en Ukraine. Il a aussi longuement remercié ses soutiens. Je suis fier d'avoir tenu les promesses que j'ai faites à mon parti lorsque vous avez eu la gentillesse de me choisir en remportant la plus grande majorité depuis 87, la plus grande part des voix depuis 79, en réalisant le Brexit, en veillant à ce que la Grande-Bretagne se tienne à nouveau debout dans le monde. Il a aussi appelé les conservateurs à s'unir derrière Liz Truss qui prend sa place à la tête du parti et du pays, non sans une pointe d'humour dont il est coutumier. Je dis à mes collègues conservateurs qu'il est temps que la politique politicienne se termine. C'est à nous tous de soutenir Liz Truss, son mandat et son programme. Merci à tous ceux qui se sont occupés de moi et de ma famille. Et je voudrais juste dire à mon parti que si Dylan, le chien, et Larry, le chat, peuvent mettre derrière eux leurs difficultés occasionnelles, alors le Parti conservateur le peut aussi. À la suite de son discours, Boris Johnson s'est rendu devant la reine pour remettre sa démission. S'il quitte Downing Street, l'ex-leader conservateur est toujours député, mais il est resté énigmatique sur la suite de sa carrière. Les Français appelés à réduire leur consommation d'énergie pour éviter le rationnement et les coupures cet hiver. Le président Emmanuel Macron exhorte ses compatriotes à être au rendez-vous de la sobriété, affirme qu'un effort volontaire est nécessaire et que des plans de rationnement sont préparés au cas où. Si nous savons collectivement nous comporter de manière plus sobre et nous savons faire des économies d'énergie partout, alors il n'y aura pas de rationnement et il n'y aura pas de coupure. Si nous avons un hiver très froid, si la solidarité européenne est appelée, nous pouvons tout à fait passer ces caps si nous savons faire environ ces 10% d'économies d'énergie. Invoquant la solidarité entre Européens, le président Macron déclare que la France se prépare à envoyer du gaz à l'Allemagne en échange d'électricité si nécessaire, alors que la Russie a fermé lundi un nouveau gazoduc après Nord Stream 1. Ursula von der Leyen avance quant à elle dans un tweet que la Commission européenne prépare des propositions pour aider les ménages et les entreprises vulnérables à faire face au prix élevé de l'énergie, imposer un plafond tarifaire au gaz russe, et soutenir les producteurs d'électricité confrontés à des problèmes de liquidité. L'Allemagne, très exposée aux approvisionnements en gaz russe, annonce de son côté qu'elle maintiendra 2 centrales nucléaires en veille après la fin de l'année.
Un revirement stratégique très remarqué outre-Rhin. Pour moi, la conclusion à tirer de ce test de résistance est que nous devrions conserver cette option après la fin de la durée de vie normale des centrales nucléaires. Nous devrions aussi mettre les 2 centrales du sud de l'Allemagne en réserve afin qu'elles puissent être utilisées à nouveau ou continuer à l'être si la situation l'exige. Ne nous privons pas de cette option. Alors que l'Europe pointe la responsabilité de Moscou dans le déclenchement de la crise énergétique avec la guerre en Ukraine, le Kremlin affirme que les sanctions sont à l'origine de la fermeture du gazoduc Nord Stream 1, en pénurie de pièces essentielles à sa maintenance. Selon l'opérateur ukrainien Energoatom, la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par les forces russes, a été contrainte ce lundi de débrancher du réseau son dernier réacteur encore opérationnel en raison de bombardements. Des bombardements qui auraient provoqué un incendie et endommagé une ligne électrique. Ce lundi toujours, le président français, qui s'est entretenu avec son homologue ukrainien, a tenu à rappeler que l'impérieuse nécessité de préserver la sûreté et la sécurité des installations nucléaires ne pouvait passer que par un retrait des forces russes. Toujours selon Energoatom, 2 experts de l'Agence internationale de l'énergie atomique, arrivés la semaine dernière, sont toujours sur place pour tenter d'assurer la sécurité du site ukrainien. En parallèle des tensions autour de la centrale de Zaporizhzhia, Moscou a justifié l'arrêt des livraisons de gaz vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream en rejetant la faute sur les Occidentaux et leurs sanctions qui empêcheraient la maintenance des infrastructures gazières. Dernière information à retenir de ce lundi, les autorités d'occupation russe du sud de l'Ukraine ont évoqué le report d'un référendum d'annexion prévu par Moscou pour rattacher les régions ukrainiennes de Kherson et Zaporizhzhia à la Russie dès cet automne. Au Portugal, comme dans beaucoup d'autres pays européens, l'hôpital public est en souffrance. Le manque de personnel médical se fait particulièrement sentir dans les services de gynécologie obstétrique. Plusieurs maternités ont même été contraintes de fermer leurs portes. Un groupe de travail a été créé en juin pour tenter de faire face à cette crise. À sa tête, le professeur Diogo Aires de Campos. Nous avons travaillé pendant les mois de juillet et août sur une réorganisation des services obstétriques, de gynécologie et de néonatologie. Nous pensons que cela aura probablement une incidence sur la concentration des ressources, c'est-à-dire que certains hôpitaux ne pourront pas garder ouverts leurs blocs et leurs services d'urgence. Des hôpitaux portugais ont dû fermer leurs urgences obstétriques et gynécologiques à plusieurs reprises cet été en raison d'un manque de médecins. Durant cette crise, 2 bébés sont morts et une femme enceinte est décédée lors de son transfert vers un autre hôpital. Ces décès font l'objet d'une enquête et la ministre de la Santé a démissionné. 200 à 250 spécialistes en obstétrique manquent à l'appel, principalement dans le sud du pays. Ces dernières années, la mortalité maternelle a nettement augmenté au Portugal, atteignant un plus haut depuis 38 ans. Mais est-ce le manque de docteurs qui est en cause? Pas forcément, selon le docteur Aires de Campos. Ce problème ne semble pas être la réponse. Du moins, il n'est pas évident qu'il y ait un rapport. Ce qui est en cause, c'est l'augmentation des grossesses de femmes qui viennent d'autres pays, souvent avec moins de ressources économiques, et qui décident d'accoucher au Portugal. L'expert souligne que le rapport sur la mortalité maternelle indique également qu'il y a davantage de femmes souffrant de maladies qui prennent le risque d'être enceintes.